Cette vidéo vous est présentée par la boutique universludo.ca. Rendons les jeux accessibles à tous. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Moi c'est LP. Aujourd'hui on continue notre top 100, c'est notre quatrième segment. Ouais, quatrième segment. Fait qu'aujourd'hui on va partir du numéro 70, on va descendre jusqu'à 61. C'est parti. On part ça. Pour mon numéro 70, c'est un jeu de Fantasy Flight qui va avoir besoin d'une application mobile pour fonctionner. Donc c'est un jeu assez original dans cette vague de jeux-là qui ont besoin d'applications. C'est le jeu XCOM basé. C'est même l'un des premiers, je pense, qui a fait ça. Ouais, vraiment. Ouais, c'est vrai. Puis j'ai été surpris que ça pogne pas moins justement des jeux avec des applications. Il y en a pas eu des tonnes. Je peux penser à FFG ont aussi fait Mansion of Madness deuxième édition. On a eu Chronicle of Crime qui s'en vient aussi qui fonctionnait avec une application, mais il y en a pas des tonnes. Ça n'a pas été quand même surexploité. Puis lui, comme tu dis, c'est vraiment un des premiers à amener ça puis à y aller à fond dans l'application. Ouais. Il n'y a même pas de livret de règles en fait dans le jeu. On installe l'application, on lance un tutoriel. Le tutoriel va nous guider comment jouer. Ouais. C'est un jeu coopératif. On va gérer l'organisation d'XCOM pour combattre les extraterrestres. C'est des jeux vidéo. Là. Donc chaque personne va avoir comme son rôle, ses choses à gérer, ses pièces de jeu, son petit plateau, ses affaires qui sont différentes pour chaque joueur. Fait qu'un jeu coop asymétrique, encore une fois, c'est une autre affaire assez originale. Ouais, donc l'application va dire, ok, elle va nous guider dans le tutoriel, on va dire qu'est-ce qu'il faut faire. On a aussi une phase en temps réel où on va devoir agir rapidement, prendre des décisions rapidement. Donc, une personne qui est en charge des communications, c'est la personne qui gère l'application soit sur une tablette, soit sur un ordinateur portable. Il existe aussi le programme qu'on peut installer. Et cette personne-là, c'est lui qui va comme dire, OK, ben là, c'est à toi de prendre une décision, le commandant, OK, celui qui s'occupe des opérations, OK, il faut que tu prennes une décision, qu'est-ce que tu mets pour défendre la base, toi, le scientifique, qu'est-ce que tu fais comme recherche. Puis chaque décision, tu as comme quelques secondes pour faire cette action-là, parce qu'après ça, tu prends trop de temps, ben là, on va avoir moins de temps, il va arriver des mauvaises affaires, etc. Puis une fois que cette phase-là, bien stressante, est terminée, ben là, on passe à la résolution de ces actions-là. Et là, on n'a plus de timer, c'est comme, OK, on résout telle affaire, tu fais un combat, tu lances les dés, tu fais ta recherche, tu lances les dés, etc. Puis selon ce qu'on a performé, évidemment, ben là, les continents vont avoir plus de panique ou moins de panique, il va y avoir plus d'extraterrestres qui vont arriver, etc. Donc l'application va aussi s'ajuster à ce qu'on a comme résultat, ce qui est assez particulier. Oui, si tu as un tour qui va vraiment mal, le tour suivant, il peut y avoir des ovnis qui sont restés en orbite, puis à cause de ça, l'information que le gars qui s'occupe de l'application a commence à être moins bonne, moins fiable, parce qu'on s'est mal joué ça le tour d'avant. Il peut y avoir des vaisseaux qui se déplacent d'endroits parce qu'on s'est trompé dans des trucs qu'on a fait. Fait que oui, l'application s'ajuste en fonction. Elle te pose une série de questions à la fin de chaque round. Là. Il y a combien de vaisseaux en orbite, où sont placés, puis elle va s'ajuster. Ton budget, c'est en fonction du nombre de pays qui sont pas encore pris dans la panique aussi. Fait que l'application s'ajuste à tout ce qu'on fait. Donc un jeu très immersif, une super belle utilisation d'une application technologique avec un jeu de société. Mon numéro 70, XCOM. Dans mon cas, mon numéro 70 est un jeu à 2 joueurs qui a la particularité d'être un jeu laid d'une compagnie obscure qui a la réputation de faire des jeux laids et d'être spécifiquement 2 joueurs et d'avoir longtemps occupé le titre de meilleur jeu de tous les temps selon Board Game Geek. Ça s'appelle Twilight Struggle. Fait que juste le fait qu'il ait déjà été numéro 1 sur Board Game Geek, ça montre à quel point ce jeu-là est excellent parce qu'il est vraiment pas attirant quand on le voit. C'est un jeu avec des... comment ils appellent la compagnie? GMT? GMT. C'est GMT qui font des gros wargames avec... c'est des petits jetons carrés avec un paquet d'informations dessus, qu'il y en a des centaines. C'est des cartes avec des textes historiques, c'est des plateaux qui sont pas beaux. Puis même la première version de ce jeu-là, je pense que le plateau, c'est littéralement une espèce de poster que tu dépliais. C'est l'espèce de version de luxe qui venait avec un plateau en carton. Fait que quand ta version Deluxe, elle a un plateau en carton comme dans tous les autres jeux de société de l'univers. Ça donne une idée. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ce jeu-là, dans le fond, c'est que ça représente la guerre froide des États-Unis, donc des années 50-60, de la fin de la Deuxième Guerre jusqu'aux années 80. Puis les deux joueurs vont essayer d'influencer les différents gouvernements à travers le monde,
d'augmenter leur influence dans différentes régions du monde, de faire des coups d'État, il va y avoir la recherche spatiale qui va se faire en même temps. Tout ce qui était tout ce qui représente la guerre froide entre la Russie, le communisme, les États-Unis, le capitalisme. Puis la façon de jouer le jeu est relativement simple. Ça se joue avec des cartes. Ça se joue avec des cartes principalement. Puis l'idée, c'est que sur chaque carte, on va avoir une action qui est représentée par la carte et une valeur numérique. Fait qu'on va décider si on joue la carte pour sa valeur numérique, qui va se traduire en nombre de points d'action qu'on gagne puis qu'on peut dépenser pour réaliser différentes actions. Je vais augmenter l'influence de tel endroit, je vais essayer de faire un coup d'état à tel endroit, je vais essayer de déplacer des trucs ici et là, je vais essayer de faire une recherche pour faire avancer ma recherche dans l'espace, pour l'exploration spatiale, ou on joue la carte pour l'événement qui est sur la carte, qui va avoir des effets instantanés. Puis les cartes sont très très collées sur l'histoire, donc ils vont représenter des vrais événements, comme la vie des cochons par exemple, qui se sont passés à l'époque de la guerre froide. Fait que quand on va les jouer, ça va influencer le plateau, ça va modifier ce qui se passe sur le plateau. Puis c'est une course au point de victoire, c'est le premier qui a 20 ou 25 points de victoire, ça je me rappelle plus, je pense que c'est 20 dans ce jeu-là. Puis il y a d'autres petites conditions de victoire qui peuvent se passer aussi, mais c'est un jeu qui est relativement simple. Mais qui est simple et complexe à la fois. Tu as beaucoup de choses que tu peux faire, mais les règles restent simples et accessibles. Puis c'est un jeu qui est particulier parce que c'est un jeu à 2 joueurs, assez long, avec beaucoup de stratégie. C'est surtout ça, c'est un jeu extrêmement stratégique, extrêmement casse-tête. Puis là où il va shiner, où là il va briller, si je peux me passer l'expression, c'est le fait qu'il est collé à l'histoire. Fait que toutes les cartes qu'on va jouer, c'est des événements historiques. Fait que si on aime l'histoire, si on est un history buff, là, j'ai pas le terme en français, mais si on est un grand amateur d'histoire, c'est le genre de jeu qui va nous plaire parce qu'on a l'impression de rejouer la guerre froide, d'avoir une implication dans ce qui s'est passé, puis d'essayer de faire gagner sa faction vis-à-vis de l'autre en reformulant ou en refaisant des événements réels d'une façon différente. Donc, très bon jeu, Twilight Struggle, mon numéro 70. Pour mon numéro 69, je reste dans le jeu historique à 2 joueurs. Cette fois-ci, on se téléporte en pleine Deuxième Guerre mondiale pour Mémoire 44. Mémoire 44, c'est un système de jeu. Il y a plusieurs autres jeux qui ont le même système. Le Battle Lore, entre autres, qui est connu, qui a le même système. C'est la version médiévale. C'est la version médiévale. Mais dans Mémoire 44, il y a 2 joueurs qui vont s'affronter. On peut jouer à plus que 2, là, mais à la base, c'est un jeu à 2 joueurs. Il y a 2 joueurs qui vont s'affronter. On va placer une map centrale qui est divisée en espace hexagonal. On va avoir des factions de chacun de son côté. Dans le cas de Mémoire 44, selon la mission qu'on va choisir, ça va nous dire quelle troupe on a qui commence à quel endroit sur la map. Puis on va habiter la map avec on va placer des rivières, des villages, des trucs comme ça pour se faire une zone de guerre. Puis ensuite, on va avoir à gérer une main de cartes qui va déterminer sur quel tiers du plateau, le tiers gauche, le tiers central, le tiers droit, on peut activer des unités, le nombre d'unités qu'on peut activer. Puis on va jouer des cartes pour activer des unités, dans le fond donner des ordres de commandement, ça va nous permettre de déplacer nos petits tanks, nos petits soldats. Fait que c'est vraiment un petit jeu d'escarmouche, 1 contre 1, avec plateau, avec un beau petit matériel, des règles simples et accessibles, un jeu relativement rapide. Puis encore une fois, là où il se démarque pour moi, comme Twilight Struggle juste avant, c'est que Mémoire 44 reprend des batailles réelles de la Deuxième Guerre mondiale. C'est comme des scénarios. C'est un jeu à scénario. Fait qu'on va choisir puis le jeu, l'annonce dans le livret d'instruction, il n'est pas égal, il n'est pas juste. Quand si tu prends le scénario du débarquement de Normandie, tu as 3-4 petits bonhommes qui débarquent dans l'eau, puis l'autre, il y a des artilleries lourdes installées sur le bord de la plage, en haut de falaise, impossible à grimper, puis ils tirent dessus le temps que tu essaies de débarquer. Tes bonhommes commencent à moitié dans l'eau, puis ils n'ont pas le droit de se déplacer de plus qu'une case parce qu'ils commencent dans l'eau. Fait que tu te fais arracher la tête, mais t'es vraiment fier quand tu gagnes cette game-là, mais t'as peur la plupart du temps. Mais d'autres parties, ça va être l'inverse, ça va être les alliés qui commencent avec un bon avantage stratégique, d'autres parties sont plus équilibrées dans la façon dont ça fonctionne. Et dans le livret d'instruction, dans le livret de mise en place de scénario, on a la narration, la narrative de chacun des scénarios. Fait qu'on sait qu'est-ce qui s'est passé, c'était quel régiment, c'était où, pourquoi il allait là, c'était quoi leur objectif militaire dans la vraie vie. Fait que c'est un beau jeu, c'est un jeu qui a des bonnes règles, simple, facile d'accès. Puis en plus, il y a un aspect historique que j'apprécie énormément. Ça permet de revisiter ou d'en apprendre plus sur certaines des grandes batailles qu'il y a eu en Europe lors de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, puis il y a un paquet d'extensions qui existent pour avoir les batailles en Russie, en Afrique, autour de la Méditerranée. Il y en a une tralée d'expansions qui existent pour Mémoire 44, si on apprécie. Moi, je n'ai joué qu'au jeu de base, c'est juste ça que j'ai, mais je sais qu'il y a beaucoup de matériel qui existe. Si le genre vous intéresse, fait que mon choix numéro 69,
Mémoire 44. Moi, mon numéro 69, j'y vais avec un jeu euro qui s'appelle Lorenzo Il Magnifico. Un jeu de placement de dés où on n'a pas vraiment de dés. Fait que ça en partant, c'est assez spécial. Et on va avoir une construction d'engins aussi à l'intérieur du jeu avec des cartes qu'on va aller se procurer. En fait, c'est que nos ouvriers sont associés à une couleur et au début de la ronde, on va lancer des dés. Et tout le monde va avoir les mêmes valeurs pour les mêmes ouvriers. Okay. Fait que si je roule un 5 sur le dé orange, ben mon ouvrier orange vaut 5 pour la ronde, mais celui de l'autre joueur aussi, puis celui de l'autre joueur aussi. Mon ouvrier blanc, mais lui, si je roule un 3, il vaut 3. Fait que tout le monde a les mêmes valeurs de dés, donc c'est comme un placement de dés, mais que tout le monde va utiliser les mêmes valeurs. Fait que ça enlève tout l'aspect hasard, chance qu'on pourrait avoir dans un placement de dés. Fait que c'est assez particulier en partant. C'est un jeu où on va avoir comme 4 grandes tours sur le plateau qui va avoir des cartes qui sont différentes catégories de cartes. On va essayer d'aller placer nos ouvriers pour aller recruter ces cartes-là. Ensuite, les placer sur notre plateau personnel pour se faire une espèce d'engin, pour générer des ressources, les transformer, ensuite les transformer en points de victoire. Donc, c'est littéralement une machine qu'on se fait sur notre plateau. Puis là, il y a une action pour aller activer la machine. Plus je mets un ouvrier qui est haut sur la machine, mais là, plus je peux déclencher les cartes. Il y a des cartes qui vont demander un minimum de valeur pour pouvoir être déclenchées. Donc là, je fais une espèce de chaîne avec mes cartes pour faire ma machine qui va générer de plus en plus de ressources, qui va générer de l'argent, qui va générer des points. C'est un jeu où justement un bon jeu de ressources qui est très très serré. Donc c'est pas un jeu qui pleut des ressources puis qu'on fait plein d'affaires. C'est comme, on dirait que c'est tout le temps à l'arracher. C'est comme, ok, là, je vais aller acheter cette carte-là. Là, j'ai plus d'assistants pour aller m'aider. J'ai plus d'argent. Ok, mais là, je vais aller me chercher un peu d'argent. Fait que tu sais, t'es tout le temps à aller gratter un peu le fond de tiroir pour aller construire tes choses. Quand tu pars ta machine et que tu réussis à faire des beaux combos, t'es comme content parce qu'ils justement c'est comme difficile à aller construire chaque petit élément de ta machine. Donc un très bon jeu euro, très serré, avec très très peu de hasard en fait à l'intérieur du jeu. Donc pour un placement de dés, c'est assez particulier. Il y a aussi une extension, je pense, qui est sortie dernièrement, que j'ai pas eu la chance d'essayer malheureusement. Mais tu sais, pour ceux qui voudraient essayer des nouvelles options ou quoi que ce soit, c'est disponible sur le marché. La version française aussi qui est sortie dernièrement. Donc, très bon jeu, Lorenzo Il Magnifico, mon numéro 69. Alright. Mon numéro 68, c'est un jeu assez récent qui est dans la vague des roll and ride, si on veut. Là. Mais lui, c'est un card and ride. Ah, ok. Donc, ça s'appelle Welcome ou Welcome to, on sait Welcome pas to, trop. Là. En France, ils l'appellent Welcome, en anglais, c'est Welcome to. Donc, ce jeu-là, Welcome. Donc, on va avoir un plateau qui représente en fait des rues qu'on va devoir aménager dans un quartier de Los Angeles là, dans les années 50-60, je sais plus trop. Ouais. Donc, on va avoir des petites maisons avec des petites piscines qu'on va pouvoir construire, des parcs, etc. Et la dynamique du jeu, c'est qu'au lieu d'avoir les fameux dés d'un roll and ride qui nous donnent des combinaisons d'actions, c'est qu'on va avoir un deck de cartes qu'on va diviser en 3 pioches différentes. Et après ça, on va retourner la première carte de chacune des pioches et ça va former une combinaison avec une adresse et une action. Puis après ça, chaque joueur va choisir une des 3 combinaisons, on va aller l'appliquer sur son plateau. On va placer les adresses dans nos petites maisons sur nos rues. Il faut que nos rues, les maisons soient placées en ordre croissant. Donc on va essayer d'organiser ça pour que ça fonctionne, pour se laisser des options puis de la place entre. Si je fais des actions spéciales, on va avoir des actions pour aller construire les piscines, on a des parcs, on va avoir des actions aussi des quartiers, de construction, on va avoir des clôtures. Des clôtures pour faire des lottements. Donc des lots de maisons, puis ces lots-là, c'est ça qui va avoir des points à la fin quand j'ai un lot qui est complet, qui a des clôtures entre, puis que les maisons sont remplies. On a des objectifs à aller réaliser aussi avec les lots. Donc on va essayer de travailler pour aller faire ça, parce que le premier qui réussit un objectif, ben, il va avoir plus de points. Donc il y a une belle petite course à ce niveau-là. Un beau petit jeu bien ficelé. Je trouve que ça fait original la dynamique des cartes versus les dés parce qu'on a une distribution qui est fixe à l'intérieur du jeu, fait que c'est un peu plus facile de prévoir un peu qu'est-ce qui va arriver. Si je sais, exemple, que je veux une maison qui a une valeur de 1, mais je sais qu'il y en a 3 dans le paquet, puis là on en a juste une de passée, fait que là je sais qu'il en reste 2, fait que ceux qui aiment un peu plus les statistiques, tout ça, ça va être un peu plus le fun pour ça, versus les dés dans un roll and ride. C'est moins dépendant. Tu sais, des fois, c'est comme, ok, tu peux rouler vraiment pas ce que tu veux pendant 3 tours de suite, puis ça marche plus avec ce qui te reste, surtout à la fin du jeu, souvent, t'as moins d'options. Donc, belle originalité dans un style qui est quand même assez populaire ces années-ci, on ne se le cachera pas. Donc, mon numéro 68, Welcome.
Dans mon cas, mon numéro 68 est un jeu qui m'avait initialement attiré à cause de sa thématique, parce qu'il va prendre les thématiques habituelles des jeux euro puis il va la virer à l'envers. C'est un jeu où, au lieu d'avoir besoin de ramasser beaucoup d'argent, il faut dépenser beaucoup d'argent le plus rapidement possible. Ce jeu-là s'appelle Last Will. Dans Last Will, on est un héritier qui apprend qu'un oncle lointain est mort et veut léguer une fortune à l'un de ses neveux. Mais l'oncle a réalisé sur son lit de mort qu'il n'avait pas profité de la vie, fait qu'il veut que ses neveux démontrent qu'ils sont capables de profiter de la vie avant de léguer la fortune. Fait qu'on commence avec un certain montant d'argent en main, puis le premier à avoir dépensé tout son argent l'emporte. Après ça, on arrive dans des mécaniques relativement classiques, certaines mécaniques classiques d'euro, fait qu'on a une espèce de petit placement d'initiative au début de tour qui va nous donner le nombre d'actions qu'on a pendant le tour, le nombre de cartes qu'on va piger, puis ensuite on a une partie placement d'ouvriers où on va aller sélectionner ou draft de cartes en quelque sorte. On va aller sélectionner des cartes, on va se monter un petit plateau building devant soi qui vont être les différentes cartes qu'on va avoir choisies. Puis c'est quoi les cartes? Ben, c'est des parties qu'on organise, c'est des sorties luxueuses qu'on fait, un voyage. C'est des maisons qu'on achète, puis il y a même une partie où je peux manipuler le marché immobilier pour pouvoir acheter une maison le plus cher possible puis la revendre le moins cher possible pour pouvoir perdre le plus d'argent possible dans l'achat de ma maison, parce que là, de tour en tour, la maison, si on peut décider de ne pas s'en occuper, donc elle perd la valeur de tour en tour. Puis si on manipule le marché en plus, ben, ce type d'habitation-là va valoir moins cher au moment où on l'avait. Fait que t'as une belle petite mécanique où tu vas essayer de créer des combos en organisant une fête, mais là, si à la fête que j'organise, je me suis engagé des cuisiniers, je me suis engagé des chevaux pour y aller parce qu'on est à l'époque victorienne, puis je me suis engagé des dames pour m'accompagner, ben là, ça va me coûter plus cher organiser cette fête-là. Fait que j'essaie de cumuler des ressources que je peux toutes dépenser davantage. Fait que c'est un beau petit jeu, le visuel du jeu est super sympathique, c'est un jeu assez simple à comprendre aussi, là. Les règles sont pas très complexes. Puis les longueurs du jeu s'ajustent bien, là, parce qu'on fait juste choisir le nombre d'argent qu'on va avoir au départ, ça va déterminer la longueur de la partie. Fait qu'on peut jouer des games de 45 minutes jusqu'à des games de 2 heures si on aime vraiment ça beaucoup. Fait que c'est un jeu avec des mécaniques simples, une thématique originale, un graphisme super intéressant. Puis là aussi, comme Lorenzo précédemment nommé, il y a une petite extension qui existe qui s'appelle Enfin viré, où là, en plus, on a un travail duquel on essaie de se faire mettre à la porte, tout en ayant gâché le plus possible le lieu de travail sur lequel on est pour que ça nous coûte cher le faire réparer. Donc, Last Will, mon choix 68, un beau petit jeu euro avec une mécanique intéressante, des bons choix à faire. Last Will, 68. Pour mon numéro 67, c'est une toute petite boîte qui a l'air de rien, mais oh qu'il y a du contenu là-dedans. C'est un jeu de cartes dans lequel on va construire la ville de Rome, dans le fond, qui s'appelle Glory to Rome ou Gloire à Rome en français. Gloire à Rome, dans le fond, c'est un type de jeu de cartes où on va piger un certain nombre de cartes qu'on va avoir en main, et c'est le type de jeu que les cartes ont, je pense, c'est 4 fonctions, ils peuvent avoir 4 ou 5 fonctions différentes selon l'utilisation que je veux faire de la carte. Ensuite, je vais avoir des différents paquets de cartes qui représentent les différentes cartes fondations desquelles je vais me servir pour construire des bâtiments dans la ville de Rome en tant que telle. Mais comment le jeu fonctionne, dans le fond, c'est que les cartes que je vais jouer vont me donner accès à différentes actions. Fait que je peux jouer des cartes si je joue la carte pour son effet central, c'est que je vais la construire. Mais si je joue une action, ben, je vais pouvoir placer des cartes sous un plateau individuel que j'ai, puis dans le bas de chacune des cartes du jeu, j'ai une ressource. Fait que la carte peut être une ressource ou un bâtiment que je construis. Mais si sur le côté gauche, j'ai un patron, ma carte peut devenir un employé qui est écrit sur le côté gauche de chacune des cartes. Fait que si je place cette carte-là sur le côté gauche, ben là, ça va devenir un employé. Puis ces effets-là sont cumulatifs. Fait que si je joue l'action employé, puis j'ai déjà accumulé 4 ou 5 employés différents, je vais tous les activer en même temps aussi. Fait que ça va me permettre d'aller chercher des ressources, de construire des bâtiments, des trucs comme ça. Si je construis un bâtiment, puis j'ai déjà plusieurs ressources accumulées, ben ça va être de plus en plus efficace. Fait que c'est une espèce d'engine building avec les cartes que j'ai, mais que chacune des cartes que je possède, je vais décider qu'est-ce que je veux faire avec. Puis il y a une place que je peux les mettre face cachée où je vais accumuler des points de victoire en fin de partie. C'est comme des trésors que je place dans un coffre. Fait que chaque carte que j'ai, je fais l'effet du bâtiment est vraiment intéressant. Ouais, mais le boss, l'employé que je fais avec ça, c'est vraiment cool aussi. Ouais, mais la ressource qui est en bas, j'en ai besoin. Qu'est-ce que je fais avec? Fait que j'ai beaucoup de choix avec les cartes que j'ai. Puis le paquet de cartes du jeu, il est très très gros. Fait qu'il y a beaucoup de choix de cartes, il y a beaucoup de choix d'actions. Les cartes elles-mêmes sont des actions que je peux faire en plus. Fait qu'il y a énormément de choix à l'intérieur de ce jeu-là, avec un système de règles quand même, somme toute, relativement simple. Où je fais juste jouer une carte, puis elle va se faire déclencher des effets de combo selon les affaires que j'ai déjà placées sur mon plateau. À ce moment-ci, puis là, je peux suivre certaines actions des autres, dépendamment des actions que j'ai faites, puis je peux créer des effets de combo entre les bâtiments que j'ai. C'est un jeu de
construction de civilisation à l'aide de cartes d'un plateau individuel que je fais qui résume toutes les actions que j'ai. Fait qu'il est facile à expliquer, facile à prendre. Le plateau en main. est bien construit aussi de la façon. Ouais, chaque catégorie se place à un endroit différent. Oui, c'est ça, parce qu'ils disent place tes ressources dans le bas du plateau, puis c'est le bas de chaque carte qu'il y a. Fait que je vais cacher toute la carte sous mon plateau. Puis là, je vais avoir toutes les ressources que j'ai d'un coup d'œil rapide. Même chose pour les patrons, les employés. Je vais les placer à la gauche de mon plateau, puis là, ils vont s'empiler. Puis là, je vais avoir toute ma série d'employés, puis je vais rapidement voir qu'est-ce que je peux faire quand je fais cette action-là avec tous les employés qui vont se déclencher. Fait que le plateau, il est bien fait. Le graphisme, il est intéressant. Moi, il y a une nouvelle édition qui est sortie depuis, plus récente que celle que j'ai. Fait que je sais pas s'ils ont changé le graphisme dessus, mais je sais qu'il y a une nouvelle boîte qui est sortie. Puis il y a une petite extension qui rajoute des cartes, mais c'est pas absolument nécessaire. Le jeu de base, là, c'est déjà beaucoup de contenu à l'intérieur du jeu. Un super bon jeu. Simple à expliquer, mais quand même long à jouer. T'sais, c'est un jeu qui prend une bonne heure et demie jouer une partie parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de possibilités. Beaucoup de réflexion à avoir. Il y a beaucoup de réflexion avec qu'est-ce que je fais avec les cartes que j'ai dans les mains. Fait que c'est pour ça qu'il n'est pas plus haut. Il y a quand même, pour un petit jeu, là, c'est l'impression qu'on a quand on le sort. Là, c'est un petit deck de cartes. On a l'impression que ça va être rapide comme partie, mais ça ne l'est pas. Ça reste par contre un excellent jeu de cartes. Gloire à Rome, mon numéro 67. Moi, mon numéro 67, c'est un jeu qui s'appelle Space Base, qui est aussi sorti dans la dernière année, qui est un peu la version gamer de Miniville. De Machikoro. Machikoro, donc un jeu où on va lancer des dés, activer des cartes dans notre tableau. Et évidemment, les autres joueurs, pendant notre tour, vont aussi pouvoir activer les dés pour aller activer des bâtiments aussi sur leur tableau. On est dans une thématique spatiale, science-fiction, donc on va avoir des vaisseaux qui vont être représentés par des cartes sur notre tableau personnel. On va pouvoir aller acheter des cartes pour mettre par-dessus, pour remplacer un peu les cartes qu'on avait, dans le fond, sur les numéros de 1 à 12 sur notre plateau. Et on va avoir aussi une dynamique que quand je vais placer une carte à un endroit où il y en avait déjà une, cette carte-là, je vais comme la glisser par-dessus, en dessous de mon plateau pour laisser dépasser une section. Puis dans le fond, la section qui dépasse dans le haut, c'est les effets qui vont être engendrés dans le tour des autres. Okay. Fait que là, on peut construire nos lieux de façon à générer des ressources ou différents effets dans le tour des autres en plaçant des cartes en haut. Mais je veux aussi avoir des bons effets sur mon plateau. Comme moi, je fais mon tour de jeu. Parce qu'à ton tour, dans le fond, tu vas lancer les 2 dés, puis après ça, tu vas les placer. Donc, c'est 2d6. Fait que je pourrais activer le 3 puis le 4, mais aussi, je pourrais activer le 7 à la place d'activer les 2 dés. C'est un ou l'autre. C'est un ou l'autre. Donc, tu vas devoir faire le choix, puis l'autre aussi, il va pouvoir faire ce choix-là, puis aller activer sur son plateau. Mais lui, en utilisant les icônes d'en haut. C'est un jeu qui a quand même beaucoup d'éléments de construction d'engins. Donc, on va se faire des combos. On va avoir une ressource évidemment qui est de l'argent pour acheter des cartes. On va avoir une ressource qui est comme... c'est comme ton minimum d'argent qui va monter. Parce que dans le fond, quand tu dépenses tout ton argent. Tu reviens à un certain minimum. Fait que ce minimum-là, c'est aussi une ressource que tu peux augmenter, ce qui est quand même très pratique. Puis tu as évidemment une ressource qui est les points de victoire qu'il faut que tu essaies de générer. Donc vraiment intéressant, vraiment des petites cartes comme toutes rectangulaires, un petit format un peu particulier, mais ça fit bien sur le plateau. On a quand même un beau visuel très très coloré, tout ça. Donc un bel petit univers de science-fiction. Donc j'ai beaucoup aimé cette version-là, comme petit jeu de dés dans ce style-là. Je pense que c'est un des meilleurs. Donc Space Base, mon numéro 67. Mon numéro 66, c'est un jeu euro qui est issu d'une campagne Kickstarter, mais je pense que tu l'avais pas supporté. C'est assez étonnant. il en reste quelques-uns comme donc, ça. c'est Clans of Caledonia. Non, je l'avais pas supporté. Donc, un jeu euro assez classique où on va avoir une espèce de plateau personnel qui commence avec plein de pièces dessus. Puis à chaque fois qu'on va aller construire des bâtiments sur un plateau commun, ben là, on va enlever ces pièces-là pour les placer. En enlevant les pièces, ben là, on va gagner des bonus qui sont comme imprimés en dessous du plateau. Ça peut nous faire penser à Terra Mystica, ou le principe dans Scythe un peu. Donc, c'est vraiment une belle iconographie, vraiment bien représentée. On va essayer de générer des ressources. Ces ressources-là, on va avoir les ressources primaires qu'on va ensuite essayer de transformer pour faire des ressources secondaires aussi avec différents bâtiments. On va essayer de remplir des commandes qu'on va aller chercher aussi, qu'on va aller se recruter des commandes pour pouvoir les livrer, faire des points avec ça. On va avoir un marché aussi qui va être à l'intérieur du jeu, un marché qui va fluctuer dans la partie selon l'offre et la demande. Donc, des fois, on peut essayer de jouer avec ça. Donc, si telle ressource se vend beaucoup, ben là, la valeur va diminuer. Ouais. Mais si telle ressource qu'on n'achète pas beaucoup, ben là, la valeur va monter. Puis là, à un moment donné, si j'en accumule beaucoup, ben là, je peux toutes les vendre d'un coup quand leur valeur est à leur maximum, aller chercher des ressources qui sont cheap. Donc, ça, c'est vraiment une partie le fun, une belle dynamique d'économie qui est à l'intérieur du jeu. Un jeu aussi, on va avoir un
une espèce de contrôle de territoire sur le plateau commun. On va essayer de faire une espèce de chaîne avec nos bâtiments pour occuper le plus d'espace, pour avoir un gros bonus de points aussi à la fin de la partie. Fait qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se passent, du super beau matériel, des super belles mécaniques. Donc vraiment un très bon jeu euro. Mon numéro 66, Clans of Caledonia. Dans mon cas, mon numéro 66, je pourrais le résumer probablement en 5 mots, puis ça illustrerait très bien c'est quoi le jeu, mais on va quand même en parler un peu plus longtemps. Si j'avais le résumé en 5 mots, ça serait Battleship en équipe temps réel. Ça s'appelle Captain Sonar. Et c'est littéralement Battleship en équipe en temps réel. Dans Captain Sonar, on va former 2 équipes. Dans un monde idéal, on va jouer à 6 ou à 8. Fait que ça reste. On est plus dans la catégorie jeu de party, même si c'est quand même assez gamer comme jeu. C'est un jeu de party de gamer. Ouais, c'est ça, c'est un jeu de party de gamer. Fait qu'on va jouer, disons qu'on a le compte complet, on joue à 8, on va mettre un énorme paravent là, en carton dans le milieu de la table qui va séparer les 2 équipes, puis on va donner un rôle dans un sous-marin à chacun des membres des 2 équipages. Fait qu'il va y avoir un capitaine de chaque côté, il va y avoir un gars qui s'occupe des radars, il va y avoir le mécano, l'ingénieur de la place, puis il y en a un autre, je me rappelle plus c'est quoi. Quatrième, on sait jamais trop ce qu'il fait parce qu'il n'y a pas de gros rats. C'est le gars qui cache les affaires. Puis la façon dont ça va fonctionner, c'est que les 2 joueurs, les 2 équipes vont avoir une map là, maritime de l'endroit où ils sont avec des petites îles, des trucs comme ça, qui est divisée en points, là, numérotés comme dans Battleship, là, de A à H, puis de 1 à 20 dans l'autre sens, là, je me rappelle plus le nombre, mais une petite map quadrillée. Et les 2 vont décider où ils commencent en montrant leur équipier, où on commence, on fait un petit X, puis on met un acétate dans le fond par-dessus la map, fait qu'on peut la déplacer. Puis on écrit avec un acétate, puis le capitaine va donner ses ordres à voix haute, puis le first mate il va déplacer le sous-marin sur la map. Puis l'idée c'est de trouver le sous-marin adverse, puis de le couler avant que lui-même nous trouve et nous coule. C'est juste que là on fait nos déplacements, on a des morceaux du sous-marin qui vont se briser, on a un ingénieur qui s'occupe de ça, fait qu'il faut que l'équipe se coordonne. Et la grosse twist, c'est que le jeu se joue en temps réel, il n'y a pas de tour de jeu, fait que tout se fait en même temps. Puis il y a un gars dans chaque équipe que sa job c'est d'écouter ce que l'autre équipe dit. Pour noter leur chemin. Et lui, c'est celui qui s'occupe des radars. Fait que lui, il a une carte lui aussi, pareil comme la carte de son capitaine. Puis lui, il a un acétate lui aussi, mais lui, il fait juste écouter ce que le capitaine de l'autre bord dit en haut, à gauche, en bas, à gauche. Puis il note ça sur sa carte. Puis là, il va essayer en même temps que le capitaine de l'autre bord parle de déplacer son acétate sur la map pour essayer de voir le chemin qu'il est en train de faire. Alors là, ça passe entre les 2 îles. Parce que c'est des îles. Il y a des petites îles, il y a des petites affaires qui vont bloquer le chemin, fait qu'il peut pas placer ça n'importe où. Puis à un moment donné, il va chuchoter. Je pense que je sais ça où. Fait que c'est comme, on se retourne, on va leur lancer une torpille. Fait que là, on va essayer de se déplacer. Puis le seul moment où on arrête de jouer en temps réel, c'est quand quelqu'un fait feu. Là, on va le dire, stop. Nous autres, on fait feu sur le B17. Et là, l'autre dit, ah non, ça fait plouf. Ah, ok, on a arrêté notre shot, puis on continue. Si on réussit à frapper à l'intérieur d'une case du sous-marin, ça fait 1 point de dégâts, puis si on frappe direct dessus, ça en fait 2. Il y a 4 points de vie, fait que 2 touchés dans la game. Touché, coulé. C'est coulé. Puis il y a une espèce de mécanique où le sous-marin va s'abîmer tranquillement au fur et à mesure, puis là, on va cocher, il y a un ingénieur qui va cocher des morceaux du sous-marin qui s'abîment. Puis là, plus ça abîme, plus ça limite les actions qu'on peut faire, parce qu'on a différentes actions spéciales qu'on peut faire. Là, je le résume très rapidement. Puis une partie très drôle du jeu, c'est si on décide de faire surface, on va tout effacer nos dégâts, puis on va revenir clean dans ce qui s'abîme à l'intérieur du sous-marin. Mais là, c'est qu'il faut dire à l'autre, on est où? Là, on fait surface, on fait surface au C15. Puis quand on a fini de clairer nos affaires, on a une espèce de petit dessin qu'il faut faire sans dépasser. Sans toucher à la ligne. Sans toucher à la ligne, puis il faut le donner à l'autre équipe, puis que l'autre équipe approuve qu'est-ce qu'on a fait. Mais pendant qu'on fait ce dessin-là, puis on a chacun... Moi, il faut que je fasse ma partie, je la donne à l'autre, lui, il faut qu'il fasse son bout, il donne à l'autre, il faut qu'il fasse son bout. Puis après, il faut qu'on donne à l'autre équipe, puis qu'il valide le dessin. Mais pendant qu'on fait notre dessin, l'autre équipe, elle se déplace, puis elle dit, hey, ils sont là, vite, il faut aller leur tirer un missile pendant qu'ils sont à la surface. Puis après, ben, ils peuvent savoir, on repart de où quand ils font leur propre dessin pour suivre notre map. Fait que c'est un jeu, c'était très stressant en temps réel. Moi, je suis vraiment pas bon, j'ai jamais gagné une game à ce jeu-là. Mais c'est un jeu que j'apprécie quand même beaucoup. C'est vraiment très drôle, très agréable, très le fun. Puis c'est vraiment, comme David l'a dit tantôt, je dirais c'est un bon jeu de party de gamer. Mon numéro 66, Captain Sonar. Pour mon numéro 65, je pense qu'on peut parler d'un certain classique là, dans le domaine des jeux de contrôle de territoire. C'est un jeu qui se passe à l'époque grecque, où le premier joueur qui va avoir construit 2 capitales, 2 métropoles en fait, doit remporter la partie. Pour construire une métropole, il faut construire 4 types de bâtiments différents, puis une fois qu'on a construit les 4 à la même place, on a une métropole qui se construit à cet endroit-là. Et le jeu s'appelle Cyclades, ou Cyclades en anglais. Fait que Cyclades, c'est vraiment un jeu classique de contrôle de territoire. Chaque joueur va avoir ses petites troupes, ses petits bateaux, ses petits soldats. Il va falloir créer des chaînes de bateaux d'une île à l'autre pour pouvoir déplacer ses soldats d'une île à l'autre.
Ce qui est particulier de Cyclades, c'est la façon dont on va prendre ses actions. Ça fonctionne avec une phase d'enchère. Okay. On va avoir différents dieux qu'on va placer, des espèces de petits plateaux de dieux qu'on va brasser et qu'on va mettre face cachée le long du plateau principal. Et on va faire des enchères sur ces dieux-là. On va proposer, on a un petit paravent avec de l'argent secret derrière. Puis on va proposer moi je mets 4 piastres sur Zeus. L'autre va dire c'est correct, moi je mets 5 piastres sur Zeus. Fait que là, vu que je me suis fait dépasser à Zeus, ben, je vais tout de suite transférer mon argent. Soit je vais renchérir sur le même, soit je vais aller enchérir sur un autre dieu. Il y a toujours le nombre de dieux en jeu égal au nombre de joueurs, plus Apollon, qui est l'espèce de choix sur lequel tu te rabats s'il n'y a rien d'autre qui était disponible, qui est toujours là, peu importe les parties. Puis, c'est le dieu sur lequel que tu vas remporter ton enchère, puis chaque joueur va avoir un dieu différent pour le tour. Tu vas faire les actions du dieu. Tu vas faire les actions de ce dieu-là. Fait que si tu veux déplacer tes troupes et attaquer, faut que tu gagnes l'enchère d'Arès. Si tu veux construire et déplacer tes bateaux, faut que tu gagnes l'enchère de Poséidon. Si tu veux construire un temple, faut que tu gagnes l'enchère de Zeus. Puis Zeus permet aussi de contrôler des espèces de créatures fantastiques, parce que il y a cet aspect-là en commun avec un autre jeu, il y a un crossover, comment il s'appelle l'autre jeu, Kemet. Qui ont les deux, ils ont la particularité d'avoir des grandes créatures fantastiques que tu peux convoquer. Fait que dans le cas de Cyclades, c'est par le biais de Zeus, puis Hera permet d'engager des philosophes, si ma mémoire est bonne, puis de construire des universités. Puis c'est les 4 types de bâtiments que ça te prend, des ports, des académies militaires, des universités, puis des temples. Quand tu as les 4 au même endroit, tu peux construire une métropole, mais chaque dieu va donner accès à un de ces types de temples-là, puis chaque dieu va donner accès à une action pour ton tour. Fait qu'il faut que tu calcules qu'est-ce que tu veux faire, puis comment tu vas placer ton monde. Tu peux toujours te défendre, évidemment, quand tu te fais attaquer, mais pour déplacer tes troupes, pour engager de nouvelles troupes, ça te prend un reste. Les bateaux, Poséidon, puis ainsi de suite. Les créatures fantastiques, c'est Zeus. Fait que c'est une belle petite mécanique. Il y a déjà 2 extensions, 3 même. Ouais, il y a Monument qui est sorti. Il y a 3 extensions qui existent de Cyclades. La meilleure reste probablement Titan, si jamais vous en cherchez une. Mais sinon, les autres restent intéressantes. Mais c'est un jeu, je pense qu'on peut dire que c'est un classique. C'est un jeu quand même très connu qui a eu sa part de succès dans le passé. Fait qu'en termes de contrôle de territoire, là, ce qu'on appelle en anglais dudes on a map, là, des petites figurines qui contrôlent le territoire, qui se déplacent. Cyclades, très bon classique. Mon numéro 65. Mon numéro 65, c'est quand même un jeu de party qui joue à beaucoup de joueurs. On dirait un mélange avec Clou puis Loup-Garou ou Mysterium. Là. Donc, c'est CS File. Ah, ben oui. CS File, on va avoir... en fait, on est une équipe de police. Et parmi notre équipe de police, il y a un policier qui est comme corrompu puis qui a commis un meurtre. Et là, notre but, c'est de retrouver qui est parmi nous le meurtrier et de comprendre aussi comment il a fait son meurtre, avec quelle arme et quelle pièce à conviction sur la scène du crime. Donc, c'est un jeu de rôle caché, de là l'aspect un peu loup-garou comme la comparaison le dit. Donc, on va avoir une personne qui va être évidemment le meurtrier, on a une personne qui va être le médecin légiste et on va avoir les autres qui sont des enquêteurs. Le médecin légiste est un peu comme le fantôme à Mysterium. Donc, c'est lui qui donne les indices aux autres joueurs pour essayer de leur faire deviner justement qui est le meurtrier parmi eux. Au début de la partie, on va fermer les yeux. Le meurtrier, lui, va se choisir une combinaison de cartes parmi les cartes qu'il a devant lui. On a chaque joueur 4 cartes d'armes puis 4 cartes de pièces à conviction. Le meurtrier va comme pointer une combinaison de ces cartes au médecin légiste qui va savoir la bonne combinaison, la bonne réponse. Puis le médecin légiste, lui, il n'a pas le droit de parler pendant la partie. Et il va avoir des espèces de tuiles qui représentent les différents aspects du crime. Et il va donner des indices. Donc on a une tuile avec les lieux du crime. Donc là, il va placer la tuile, il va placer une petite balle, un petit jeton de balle. Je sais pas, le crime c'est dans l'école. Fait que là, ok, ça a été commis dans une école. Fait que là, les autres joueurs vont se mettre à réfléchir, ok, qui est des objets qu'on pourrait retrouver dans une école. Alors, lui, il y a de la craie comme pièce à conviction, c'est peut-être lui, mais lui, il y a telle affaire. Fait que là, les joueurs commencent à soupçonner entre eux. Puis là, après ça, il va y avoir une autre tuile, ben là, ça va être le motif du crime, ou ça peut être... il y a un témoin qui a vu une information. Une émotion que le meurtrier avait au moment du crime, des trucs comme ça. Le temps dans la journée, dans la semaine. Donc, c'est plein de tuiles différentes. Il va en piocher un certain nombre, puis il va donner un différent nombre d'indices. Puis là, les joueurs vont essayer de deviner parmi eux qui est le meurtrier. Les joueurs vont pouvoir faire une hypothèse à la fin de chaque ronde pour un peu voir comment les autres vont réagir et tout ça. Et après ça, on va pouvoir changer une des tuiles à la deuxième ronde, changer une autre tuile à la troisième ronde pour essayer de donner le plus d'indices possible. Et quand on est vraiment certain d'avoir trouvé c'est qui, ben là, on va utiliser notre badge de policier pour accuser quelqu'un officiellement. Ouais, c'est que dans le fond, chaque joueur, une fois dans la partie, peut tenter une accusation. Tu peux la faire à n'importe quel moment. Pour faire l'accusation, il ne faut pas juste que tu trouves la personne. Il faut que tu trouves la personne et la combinaison de ces 2 cartes. Ouais.
Puis, puis dans le fond, il n'y a pas de temps précis quand est-ce que ça doit se passer. Mais on a une phase de pas de négociation, mais de discussion. D'énoncer de nos hypothèses à chaque tour de jeu. Où on va dire, moi je pense qu'il y a telle affaire, moi je pense qu'il y a telle affaire à tour de rôle, puis là on peut décider de. Si à la fin du troisième tour, on l'a pas trouvé, l'assassin va l'emporter. Ouais. Puis quand on est beaucoup, on peut mettre un témoin qui lui dans l'équipe de l'assassin, puis il va essayer de. C'est pas le complice? Le complice qui est avec l'assassin. Le témoin, lui, c'est qu'il connaît la réponse. Mais si à la fin les enquêteurs gagnent puis que le meurtrier devine le témoin, mais là. C'est le meurtrier qui gagne. C'est le meurtrier qui gagne, là. Fait que le témoin, il faut qu'il y ait. Un peu comme un loup-garou. Ouais, c'est ça, comme la voyante. La petite fille, ou je sais plutôt. C'est la petite fille? La petite fille qui connaît le loup-garou. Ouais, la petite fille, elle peut s'ouvrir les yeux, mais elle peut se faire pogner par le loup-garou. Mais la voyante, c'est que la voyante, si elle voit la carte de quelqu'un, puis elle fait juste dire je suis la voyante, ils vont tout éliminer le loup-garou, mais elle va être la prochaine à se faire éliminer. Fait qu'il faut qu'il aide l'équipe, le témoin, il faut qu'il aide l'équipe des enquêteurs, mais sans trop. De façon subtile. Sans trop ça paraisse que lui sait la réponse. Ouais. Donc ça fonctionne vraiment bien, ça joue jusqu'à 12, je pense. Ouais, 12 joueurs. Ça devient plus le fun à partir de 5, 6, quand il y a quand même pas mal de monde autour de la table. Pour l'avoir fait une fois ou deux à 10, 11, 12, là, il est très le fun. Ça fonctionne vraiment bien. Fonctionne bien, ouais. Donc, super jeu d'enquête, de meurtre et de rôle caché. CS File, mon numéro 65. Mon numéro 64, c'est un jeu qui s'appelle Mission Planète Rouge. Donc, qui a eu une deuxième édition dernièrement par Fantasy Flight. Un jeu de sélection d'actions simultanées où on va aussi avoir un aspect contrôle de territoire. On va essayer d'installer des astronautes sur la planète Mars pour aller récolter des ressources et essayer de réussir des objectifs. Et en fait, la manière que le jeu fonctionne, c'est qu'on a un certain nombre de cartes dans nos mains. Tout le monde a les mêmes cartes qui représentent des personnages, en fait des rôles. Et à notre tour de jeu, on va choisir un de nos rôles, on va le placer devant nous face cachée. Et quand tous les joueurs ont choisi un rôle, on va faire un compte à rebours. Et quand le numéro de ton rôle va être dit dans le compte à rebours, ben là, tu vas retourner ta carte, tu vas activer l'effet de ta carte. Fait que la carte numéro 9 va jouer en premier, après ça la carte numéro 8, comme numéro le 7. Libertalia, justement, que tu avais nommé dans le segment précédent. Ouais, exactement. Donc, il y a quand même des petites ressemblances. Et les personnages vont avoir différents effets, mais surtout vont me permettre de placer des astronautes dans des vaisseaux. Des vaisseaux qui ont des destinations préétablies avec des tuiles qu'on a piochées. Fait que là, je vais aussi faire le pouvoir du rôle, mais je vais aussi placer mes astronautes. Quand les vaisseaux sont pleins, ils ont comme des limites de passagers. Mais là, le vaisseau va comme décoller. Puis à la fin du tour, ben là, tous les vaisseaux qui ont décollé, on fait atterrir les astronautes sur le plateau de Mars qui est divisé en territoires. Quand on va atterrir sur un territoire, on va découvrir une ressource. Fait qu'on va retourner le jeton. Là, évidemment, il y a 3 sortes de ressources. Il y en a qui valent plus de points de victoire que d'autres. Fait que là, on va avoir un aspect de majorité. Donc, si c'est lui qui est majoritaire, c'est lui qui va scorer les points pour ces ressources-là. À la fin il y a comme 3 phases de scoring dans le jeu. Là. Il y en a une comme à moitié de la partie, une aux 3/4, puis une à la fin. Fait que t'as quand même plusieurs tours pour venir t'installer, mais après ça, les scorings vont se faire quand même rapidement. Un jeu qui a quand même beaucoup d'interactions, un petit peu de take that évidemment, parce que on est dans du contrôle de territoire, on va essayer de tasser les ordres. Il y a une action qu'on peut aller tuer un personnage, on peut aller remplacer un personnage d'une autre équipe. On a des petites cartes d'objectifs secrètes aussi qui vont nous permettre de marquer des points, soit de contrôler tel territoire, d'avoir un certain nombre de ressources ou d'avoir des astronautes à certains endroits là, sur le plateau. Donc ça aussi, c'est une petite dynamique qui est intéressante. On peut aussi aller chercher des nouveaux objectifs pendant la partie, fait qu'on peut en avoir 3-4 objectifs cachés si je joue scientifique souvent. On a aussi des cartes qu'on peut aller placer sur les territoires autour de la planète qui vont influencer le scoring final à la fin de la partie. Mais c'est des cartes qui sont cachées. Fait que là, c'est comme je peux mettre une carte qui est négative sur tel territoire, mais là, je n'irai pas m'installer là. Ou au contraire, je peux aller mettre une carte positive, puis là, essayer vers la fin d'aller chercher ce territoire-là, parce que je sais que cette carte-là va influencer la dernière phase de scoring, qui est évidemment la meilleure phase de scoring. Donc vraiment plein de petits aspects intéressants. Un jeu qui joue quand même bien aussi. Il joue jusqu'à 6. Mais à 3, 4, 5, 6, ça joue bien parce que c'est simultané, on joue nos cartes, on fait décoller les vaisseaux, on place ses affaires, fait que ça joue quand même en dedans d'1 heure généralement, même avec 6 joueurs. Donc vraiment agréable, du beau petit matériel encore une fois, des beaux petits astronautes, des petits astronautes en plastique. Okay. On a un joueur orange juste à l'intérieur du jeu, donc quoi demander de mieux. Donc mon numéro 64, Mission Planète Rouge.
Dans mon cas, si j'avais dit que le numéro 65 pouvait être considéré d'une certaine façon comme un classique, Cyclade, mon numéro 64 est définitivement un classique, tellement qu'ils ont sorti une version spécifiquement à 2 joueurs. Mais moi, personnellement, je suis resté accroché sur la version de base. Ça s'appelle Seven Wonders, qui est un jeu de recrutement de cartes, peut-être le plus connu de près de tous les jeux. C'est lui qui l'a popularisé, Il l'a popularisé de façon définitive. C'est un jeu qui se joue extrêmement rapidement, il va jusqu'à 7. Puis honnêtement, il prend à peu près la même durée à 3 puis à 7 joueurs parce que tout se fait de façon simultanée à l'intérieur du jeu. On a juste plus de cartes au total, mais on n'a pas plus de cartes dans nos mains. On en a 7, on commence toujours avec 7 cartes, une phase de jeu. Fait qu'on va avoir une série de cartes dans nos mains, on en choisit une, on passe la main à notre gauche, puis on joue la carte, soit on la défausse pour faire de l'argent, soit on la joue pour l'ajouter à notre ville. Fait que ça peut être une carte qui va nous donner des ressources pour les tours subséquents, ça peut être une carte qui va nous donner des points de victoire, les cartes bleues, ça peut être des cartes qui vont nous donner des petits spéciaux. Je peux acheter des ressources à mes voisins, fait que je peux jouer une carte qui va me permettre de les acheter à rabais. Quand j'ai besoin de ressources, je peux jouer des cartes face cachée sous un plateau individuel que j'ai pour bâtir les différentes étapes d'une merveille que je me suis fait distribuer au début de la partie. Fait que moi, je commence avec les pyramides, par exemple. Fait que je peux construire tranquillement pas vite au fur et à mesure que la partie avance les pyramides, qui vont donner des bonus de points de tour, tout ça. À la fin de chaque âge, fait que on commence avec 7 cartes. Fait qu'une fois que les 7 cartes ont été jouées, je vais comparer ma force militaire avec mes voisins de gauche-droite. Ça va me faire gagner ou perdre des points de victoire selon l'âge dans lequel je suis rendu. Premier, deuxième, troisième âge, je sais pas les mêmes points. J'ai des petits effets de collection d'ensemble que je vais essayer de faire avec les icônes scientifiques, soit des icônes différents, soit des icônes du même type. Ça va me permettre de marquer des points de victoire à la fin de la partie. J'ai des petits effets d'enchaînement où que si j'ai construit tel bâtiment précédemment, ça peut me permettre de construire un autre bâtiment complètement gratuit. Fait que j'ai des effets d'enchaînement. Je pense que j'ai expliqué toutes les règles du jeu de base ou à peu près. C'est extrêmement simple à expliquer. Si on n'introduit pas d'extension, le jeu de base prend 5 minutes à expliquer, puis peut-être un 30-45 minutes à jouer. Quand on est habitué, quand on joue avec du monde habitué, vraiment. Dans une heure. Dans une heure, là, on règle des parties même à 7. J'ai joué une partie à 7, je pense, puis il n'y a pas pris une heure. C'est quelle ton extension favorite? J'aime bien Leaders. Ça donne une autre phase de draft complètement au début du jeu. On va choisir 3 leaders, un pour chaque âge. Puis au début de chaque âge, on peut décider de jouer le leader pour avoir son effet ou de le dépenser pour avoir de l'argent de plus pour cet âge-là. Fait que j'aime bien l'aspect supplémentaire. Cities est intéressant aussi. Là, il amène une ressource de plus là, qui est l'espèce d'aller dans le marché noir, là, des trucs comme ça. Puis, sauf que dans le cas de Cities, c'est qu'il rajoute une carte. Fait qu'il rajoute un tour. C'est 8 cartes au lieu de 7. Okay. Jouer ton tour. Mais donc, bref, Seven Wonders, un grand classique dans les jeux de recrutement de cartes. Moi, personnellement, je préfère encore le Seven Wonders de base que le Seven Wonders Duel qui est sorti il y a peut-être 1 an ou 2 ans peut-être. 2015, je pense. 3 ans déjà. Ça passe vite. Mais bref, un grand classique pour les recrutements de cartes, Seven Wonders. Mon numéro 64. Mon numéro 63 est un jeu de conquête galaxique dans l'espace où on va essayer d'établir un royaume spatial, mais c'est un tout petit jeu qui prend à peu près 1 heure à jouer qui s'appelle Quantum. Je pensais que tu allais dire un tout petit jeu, je pensais que c'était Tiny Epic Galaxies. Ah non, c'est pas Tiny Epic Galaxies, c'est Quantum. Quantum, c'est dans le fond, c'est un jeu où je vais avoir à contrôler un certain nombre de planètes pour l'emporter. Quand on contrôle une planète, on place un petit cube dessus, puis une fois qu'on a placé, je pense, ces 4 cubes, on remporte la partie. La particularité du jeu, c'est ces vaisseaux qu'on va utiliser pour se déplacer. Premièrement, les maps sont modulables, fait que selon le nombre de joueurs qu'on a, on peut créer une map que c'est un grand corridor de 2 par 8, ou on peut créer une map qui est 4 tuiles par 4 tuiles. Puis le livre d'instruction nous offre plein de maps différentes selon qu'est-ce qu'on veut avoir comme impression, puis le nombre de joueurs qu'on a, qu'est-ce qu'on va avoir comme expérience de jeu, puis le nombre de joueurs qu'on a. Fait qu'on a une map qui est modulable, ça c'est intéressant. Mais c'est surtout ces vaisseaux. Les vaisseaux qu'on a, c'est des gros D6 avec des chiffres dessus numérotés de 1 à 6. Et la valeur qui est sur le dessus va à la fois être sa puissance au combat et sa vitesse, puis ils sont inverses les deux. Fait que plus mon vaisseau est puissant, plus il est lent. Plus mon vaisseau est rapide, plus il est faible au combat. Fait que l'idée, c'est que si j'ai un vaisseau qui a la valeur 6, ben, il peut se déplacer de 6 cases par tour. Mais s'il a à se battre avec un autre vaisseau, on va lancer un D6, on va l'additionner avec la valeur du vaisseau, puis le plus bas va l'emporter. Fait que mon vaisseau de valeur 1 va toujours péter tous les vaisseaux qui de valeur 6. Mais il bouge juste de 1. Mais il bouge juste de 1. Puis chaque vaisseau a une habileté spéciale.
Le vaisseau 3 il peut se déplacer en diagonale. Le vaisseau 1 peut attirer à une case de distance au lieu d'avoir besoin de se déplacer sur la case pour se déplacer. Le vaisseau 2 peut transporter un autre vaisseau quand il déplace, des trucs comme ça. Puis il y a une des actions, que à part ça, le jeu est assez classique. J'ai un certain nombre d'actions par tour, je pense que c'est 3. Je vais dire que je déplace le vaisseau qui est là, je déplace le vaisseau qui est là. Puis une des actions que j'aime beaucoup dans le jeu, c'est que les vaisseaux, c'est des Transformers. Ils peuvent se transformer. Mais le système n'est pas au point, fait que c'est aléatoire. Fait que si je prends une action pour transformer un vaisseau, je le lance. Je prends le dé puis je le lance. Puis, ok, mon 6 vient de se transformer en 3. Fait que ok, là, maintenant, il a pris l'habileté du 3, il a perdu l'habileté du 6, il est plus fort au combat, mais il se déplace moins vite. Fait, un petit peu de push your luck, là. Il y a un petit peu de push your luck, parce que comment on fait pour prendre le contrôle d'une planète, c'est que chaque planète a une valeur numérique. Et il faut que je l'encadre avec exactement la bonne valeur pour pouvoir prendre le contrôle de la planète. Fait que si j'ai une planète de valeur 13, il faut que j'aille mettre exactement 13 points de vaisseau autour de la planète. Pas plus, pas moins, il faut que j'aille mettre exactement 13. Fait que si j'ai un 6 puis 2 4, bon, correct, j'ai mon 6 mon 4, ça fait 10. Mais le deuxième 4, il faudrait que je le transforme pour avoir un 3 ou que je transforme le 6. En tout cas, vous avez compris le principe. Pour essayer de faire des valeurs. Puis il y en a un des vaisseaux, je pense que c'est le 4 justement, que son pouvoir, c'est qu'il peut se transformer en 3 ou en 5. Fait qu'on a quand même un peu de jeu. J'ai quand même un peu de jeu dans ce que j'essaie de faire. Puis là, il y a une action que je peux augmenter ma technologie. Si ma technologie atteint son maximum, ben, je développe je gagne une carte technologie qui peut me donner soit des actions immédiates, soit des pouvoirs le reste de la partie, soit littéralement un 4e vaisseau au lieu d'en avoir 3. Fait qu'il y a beaucoup de petits d'aller-retour sur le plateau. Puis il n'y a rien que tu perds. Si mon vaisseau éclate, je fais juste perdre un point, une espèce de puissance militaire qui est une façon de prendre contrôle d'une planète. Mais après mon vaisseau, je prends une action puis je le redéploie le tour suivant. C'est pas difficile de reconstruire un vaisseau que j'ai perdu. Fait qu'il y a un peu de take that, mais le take that te retarde pas tant que ça. C'est plus que la personne qui t'attaque va gagner un bonus, plus que toi, tu vas en perdre un. Un petit peu à la... Je parle de nom, mais il y a un autre jeu qui c'est un peu le même principe, Vikings Gone Wild. Que t'attaques les autres, mais ça ne fait rien. Ça fait pas tellement suer celui que t'attaques, plus que toi, ça te fait marquer des façon des de points. te faire des points. Qui est un peu le même principe. Fait que c'est un jeu que le matériel il est super beau, l'insert à l'intérieur de la boîte est vraiment bien fait. C'est un jeu pas très connu, mais qui gagne vraiment à être gagné. Un beau petit jeu de conquête galactique, simple. C'est comme un 3X, il n'y a pas vraiment l'aspect d'exploration. C'est comme un 3X. Avec des règles simples, faciles d'accès, avec très beau matériel. Fait que mon numéro 63, Quantum. Mon numéro 63, c'est aussi un jeu de civilisation, mais pas galactique. Donc, civilisation terrestre. Et c'est basé sur le jeu vidéo Civilisation. Donc, Sid Meier Civilization, The Board Game, qui est basé sur l'excellent jeu vidéo sur lequel j'ai joué des heures et des heures. Surtout plus spécifiquement le 3. Le 3, moi aussi, le 3. Le 3, j'ai joué. Le Board Game, il est basé sur le 3. En plus. Mais j'ai joué aussi à un autre. Il a fait une version à un moment donné plus épurée au PlayStation, je sais plus trop comment ça s'appelait. Civilization Revolution. Ouais, je l'ai. Lui aussi, j'ai joué pas mal. En tout cas, c'est une franchise qui a fait ses preuves dans le jeu vidéo. Donc, de prendre une franchise gagnante comme ça, d'en faire un jeu de société, c'est très bien réussi. C'est une très très belle adaptation. On a vraiment le feeling de jouer à Civilization. Donc, on va partir avec notre petite affaire dans un coin de la map, on va explorer, on va se promener, on va faire progresser notre civilisation, on va avoir des cartes technologiques qu'on va rechercher, on va se faire un arbre littéralement de technologie. Donc si je veux avoir exemple une technologie niveau 2, ben là il faut que j'aille 2 technologies niveau 1 pour aller mettre une technologie niveau 2 par-dessus. Donc c'est une espèce de pyramide. C'est littéralement comme une pyramide. Fait que là plus on peut monter, plus les technologies sont fortes, on va développer des différents bâtiments qu'on va pouvoir construire, qui vont donner des bonus. Je peux développer évidemment mes unités militaires, on a les infanteries, les archers, la cavalerie, donc qui va évoluer aussi selon nos technologies. On a un système de combat assez simple, une espèce de matching de cartes. Là. C'est peut-être la faiblesse du jeu dans la version de base, mais il y a une extension qui va améliorer le système de combat. Mais la version de base, dans le fond, c'est une espèce de main de carte qu'on va piger selon les forces qu'on a, puis le nombre de figurines qu'on a, puis on va jouer une carte, l'autre il va matcher, soit en la mettant à côté, soit en commençant une nouvelle paire, un nouveau front de combat. Puis là, il y a une petite mécanique roche-papier-ciseaux dans l'ordre d'attaque. Là. Donc assez simple, mais c'est ça, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le jeu. On va avoir, on peut gagner de plusieurs façons comme dans le jeu vidéo. On peut gagner par la culture, par le militaire en prenant une capitale. On peut gagner en découvrant le voyage spatial par la technologie. Puis on peut gagner... l'économie.
de façon économique aussi en général. On Une est économie. 15 pièces. 15 pièces, hein, ça te rappelle quelque chose. C'est quelque chose. donc vraiment, c'est un gros jeu. Donc un gros jeu, on va dire un bon 3 heures. Mettons à 2 heures, 2 heures et demie, puis rajoute un 45 minutes à 1 heure par joueur de plus. Beaucoup. Ça peut aller jusqu'à 5. Beaucoup de règlements, mais une fois qu'on passe au travers de ça, on est dans un excellent jeu de développement de civilisation. Donc vraiment un très bon feeling, des très belles mécaniques, du très beau matériel aussi. Oui, très bien. Donc Sid Meier, Civilisation de Board Game, mon numéro 63. Pour mon numéro 62, je vais tricher un peu. Je vais mettre 2 jeux sur le même rang qui pour moi est à peu près le même jeu, mais peut-être avec une thématique différente. Donc j'y vais avec c'est quoi? Dice City et Master Trial, qui est la version coopérative si on veut. Dice City, c'est un jeu évidemment de dés et de construction d'engins. On va avoir un gros plateau personnel qui va représenter notre ville, en fait, notre cité. Et on va avoir plusieurs colonnes qui correspondent aux chiffres qu'il y a sur un dé et plusieurs rangées qui correspondent aux couleurs des dés. Ou vice versa, là, je me souviens plus trop. Mais non, bref, on a un quadrillé avec des couleurs et des chiffres. Et dans le fond, c'est qu'au début de la ronde, on va lancer nos 5 dés et on va placer nos 5 dés à l'intersection de la couleur et du chiffre obtenu par les dés. On peut avoir ensuite l'option à notre tour d'activer l'endroit où le dé est tombé dessus pour générer des ressources, pour pouvoir ensuite aller acheter des cartes, pour construire des nouveaux bâtiments. Puis les nouveaux bâtiments, c'est des petites cartes que je peux placer n'importe où sur mon plateau. Fait que je peux comme spécialiser mes lignes ou mes rangées ou mes choses pour justement essayer d'avoir plus d'options ou de m'assurer que mes dés tombent sur telle action qui est vraiment plus forte. On a des façons aussi de mitiger ce côté chance-là parce qu'on peut sacrifier des dés pour relancer un dé ou pour le déplacer d'une case adjacente. Fait que il y a quand même une bonne utilisation qu'on peut faire pour justement faire activer nos bâtiments qui sont les meilleurs qu'on a construits. C'est une espèce de course à points de victoire aussi. On va essayer de générer le plus de points. On a des points militaires aussi. On peut comme aller attaquer les autres. On peut comme désactiver leur bâtiment, mais on le détruit pas. Fait que lui, on bloque la case. Ouais, lui, il faut qu'il sacrifie un dé pour réactiver son bâtiment. Fait que, ça le ralentit, c'est un petit élément tech date, mais c'est pas trop destructeur. C'est assez mineur dans le jeu. Puis souvent, les points d'action, on va s'en servir pour aller battre comme des bandits qui sont des cartes combat, mais qui donnent plus de points qu'à attaquer les autres. Fait que, oui, il y a de l'attaque, mais c'est loin d'être la priorité dans le jeu. Et en fait, Master Trial, c'est que ça a pris le même système que Dice City, donc vraiment pareil avec les dés, la grille, ton plateau personnel. Ça se transforme de façon coop, il faut explorer les différentes pièces d'un donjon pour aller battre un gros monstre. Fait qu'il y a une des ressources supplémentaires qui est ajoutée justement, qui est les dégâts qu'on peut faire à tous les tours à ces monstres-là. Puis ces monstres-là vont nous bloquer des cases. Mais là, il peut y avoir une défaite si on a trop de cases bloquées sur notre plateau. Ça veut dire parce qu'on est des espèces de moines là, dans construire une ville. Une espèce de moine qui utilise les éléments. C'est ça, c'est que le plateau qu'on a va déterminer notre compétence, notre talent en tant que moine spécifique. Moi, je suis un magicien des éléments, par exemple. Puis le plateau individuel que tu as, c'est ça qui représente plutôt que de représenter une ville. Fait que les cartes que je vais acheter, c'est des nouvelles techniques de combat. Mais le principe est le même. Les techniques de combat, ça me permet de générer des ressources que je peux transformer en points d'attaque qui me permettent de battre les différents monstres qui s'en viennent de tour en tour pour progresser jusqu'au boss final. Donc dans les deux cas, ça fonctionne vraiment bien. Fait que t'as Dice City pour l'aspect plus engine building pour un jeu compétitif, puis t'as l'aspect engine building d'un jeu coopératif, ce qui est quand même rare. Des engine building coopératifs. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce que tu disais tantôt, que je peux sacrifier des dés pour relancer des dés ou changer la position qu'ils ont sur ma grille dans la version coop, c'est que je peux le faire sur les autres joueurs. Fait que si moi j'ai 3 de mes dés qui sont bien placés, les 2 autres me sortent pas grand chose, je peux décider de les sacrifier, puis ça va te permettre toi de déplacer d'un dé de 2 cases pour que tu puisses aller chercher ton effet intéressant. Fait qu'on peut se spécialiser dans différentes voies, puis après collaborer ensemble pour vaincre, comment il s'appelle, Ashtara. Magmara. Pas l'affaire de Magma dans le volcan. Bref. En tout cas, lui. Peut-être écrit en haut, je sais pas. Donc, mon numéro 62, Dice City et Master Trial. Dans mon cas, mon numéro 62, j'ai trouvé ça drôle ce que David a dit au début de mon numéro 63, parce que mon numéro 62, c'est un jeu de conquête galactique qui vient dans une toute petite boîte. Non! Qui s'appelle Tiny Epic Galaxies. Wow! Que David avait calé un rang trop rapidement. Tiny Epic Galaxies, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un jeu de la série Tiny Epic. Là. Ils ont fait Tiny Epic Western, Quest, Galaxies, Defenders, Zombie maintenant. Qui est sorti. Puis il y a Mech,
que j'ai supporté, que je vais recevoir un jour. Wow. Et Tiny Epic Galaxies, ben, il faut, dans le fond, se bâtir un empire galactique. Fait que c'est une course au point de victoire. Le premier qui en a 21 met fin à la partie. Puis là, on va avoir des petits bonus de fin de partie. On va calculer c'est qui le remporte, c'est qui a le plus de points de victoire à la fin de la game. Mais la façon dont la partie va se jouer, c'est qu'on a une espèce de petit plateau individuel. On a 2-3 petits vaisseaux spatials là-dessus pour commencer. Puis on a des petites statistiques de notre civilisation sur le bord. Les statistiques qu'on a, c'est combien de points de victoire vaut notre civilisation, combien de vaisseaux notre civilisation nous donne accès, combien de dés puis combien de dés notre civilisation nous donne. Puis quand on monte de niveau là-dedans, ben, on va avoir plus de toutes ces choses-là. Puis qu'est-ce qu'on fait avec les dés? Ben, on fait son tour de jeu. Fait que l'idée, c'est qu'au début, je pense qu'on commence avec 5 dés, si ma mémoire est bonne, ou 6, disons 5. On va brasser les 5 dés, puis sur les dés, ça va nous donner notre choix d'action pour le tour. Puis là, comme souvent dans ce type de jeu-là, j'ai le droit à une relance gratuite, puis après, il faut que je sacrifie de l'énergie. Tu as 2 types d'énergie dans le jeu, tu as de la culture puis du power, là, de l'énergie. Puis tu as 2 types de ressources, dans le fond, énergie et culture. Puis il faut sacrifier de l'énergie si je veux avoir droit à des relances supplémentaires. Fait que je peux avoir une action où que je vais déplacer mes petits vaisseaux spatials pour les déplacer sur des espèces de rangées de cartes que j'ai au centre qui représentent les différents systèmes qu'on peut coloniser. Certains systèmes se colonisent avec une action particulière qui est affichée sur les dés, puis d'autres systèmes se colonisent avec un deuxième type d'action différent qui est aussi affiché sur les dés. Fait que là, si je vois que j'ai un dé de déplacé, j'ai 2 dés qui affichent le premier type de colonisation, mais je vais déplacer mon vaisseau là, je vais utiliser les 2 autres dés pour avancer. Mon 4e dé ne sert à rien, je le relance gratuitement, mais je peux pas faire grand chose avec ça, je dépense de la ressource pour essayer de le relancer. Fait que t'as un petit push your luck d'essayer de manipuler les dés. À chaque fois que j'ai réussi à compléter la piste de colonie d'une planète, la planète, je la gagne, je la place dans mon empire. Et là, je gagne accès à une nouvelle action que je peux activer avec, encore une fois, avec l'une des faces des dés. Puis ça va aussi marquer des points de victoire. C'est comme ça qu'on va cumuler ces points de victoire principalement en augmentant le niveau de son empire et en allant conquérir de nouvelles planètes. Fait que le petit jeu, le jeu est très très simple. On lance ces 5 dés, on les active un après l'autre. Je peux toujours transférer 2 dés, sacrifier 2 dés pour prendre un 3e dé puis la mettre sur la face de mon choix si j'ai absolument besoin de quelque chose. Au fur et à mesure que mon empire progresse, ben, j'ai de plus en plus d'actions spéciales, spécifiques que mon empire est capable de faire. Fait qu'il y a un mini aspect engine building. Aussi, avec quand mon empire progresse, je vais avoir plus de dés à lancer éventuellement, donc plus d'actions, je vais avoir plus de vaisseaux à déployer, donc plus de planètes que je peux faire la conquête en même temps, puis les vaisseaux, c'est eux autres aussi sont placés, qui vont me donner accès à différentes ressources que je peux générer pour mon empire. Fait que c'est un petit construction d'engin mélangé avec construction de plateau de cartes, mélangé avec du jet de dés, de la relance de dés, puis de la manipulation des résultats de dés. Super efficace, très simple. L'extension amène une belle profondeur parce que là, je vais pouvoir commencer à engager des pilotes pour mes vaisseaux qui vont personnaliser chacun de mes 4 vaisseaux individuellement. Qu'est-ce qu'il y a de spécial sur ce vaisseau-là. Fait que ça, c'est très cool. Puis, fait que c'est un petit jeu super simple. Ça prend peut-être 1 heure jouer une partie à 3. À 4, on parle d'1 heure et quart, 1 heure et 20. Fait qu'on est dans des chiffres décents. C'est probablement le Tiny Epic qui a le plus de viande, je trouve. Ouais, mais je te dirais c'est le Tiny Epic, c'est mon préféré dans les Tiny Epic, désolé pour le spoiler. C'est mon préféré dans les Tiny Epic, j'ai déjà parlé de Tiny Epic Quest précédemment. Ouais. J'aime beaucoup Tiny Epic Kingdom, mais il n'a pas fait le top 100. Tiny Epic Defender, je l'ai, mais j'ai pas encore joué. Nouvelle édition. Ben, j'ai jamais joué en fait. Fait que, j'ai commandé la 2e édition avec l'extension. Là, j'ai reçu ça il n'y a pas très longtemps, le Kickstarter, mais j'ai pas encore eu l'occasion de jouer depuis que je l'ai. Fait que peut-être qu'il se ferait un chemin. Mais Tiny Epic Galaxy, c'est aussi le jeu qui mériterait le plus une version grand plateau. Là, parce on est serré là, sur les planètes. Ton petit plateau plusieurs vaisseaux. Sur ton petit plateau individuel, t'as comme 2 dés qui attendent, 2 petits vaisseaux qui attendent, t'as 2 jetons pour les ressources, puis le plateau est un vrai saut de gros, en plus de tes 2-3 vaisseaux que tu possèdes déjà au départ, plus toutes tes cartes qui se rajoutent à ça. Fait qu'il est pas. Il y a besoin de plus d'espace pour respirer. Ils ont fait une bonne job avec Tiny Epic Quest pour qu'ils prennent la place, le jeu. Mais celui-là, il y a peut-être ça qui est un petit défaut, mais c'est leur gamme. Donc, un excellent jeu de construction d'empire galactique qui rentre théoriquement dans une poche, mais c'est pas tout à fait vrai parce que la petite boîte est quand même pas une petite boîte, elle est quand même grosse. Bref, mon numéro 62, Tiny Epic Galaxies, un excellent jeu de construction d'engin, construction d'empire. Et pour clore cette tranche de notre top 100, mon numéro 61 est un tout petit jeu qui ne se joue qu'à 2, qui est dans le fond une espèce de variante des échecs. Ça s'appelle Onitama. Dans Onitama, dans le fond, les joueurs vont s'affronter sur un plateau de 5 cases par 5 cases. On a chacun 5 pions, 4 apprentis, puis un maître. Ouais. On a un maître et 4 apprentis. C'est comme des moines. Ben, c'est une espèce de moine tibétain, je sais pas trop.
Mais fait qu'on a le moine principal puis ses 4 apprentis, 2 de chaque côté. Fait qu'on commence avec le moine au centre de la ligne du fond avec des apprentis de chaque bord, puis c'est la même chose pour son adversaire. Dans le fond, on va gagner soit en capturant le moine de la pièce principale de son adversaire, fait que le maître de son adversaire, soit en amenant son propre moine sur la case de départ du moine adverse. Il y a une espèce de petit temple qui est dessiné sur cette case-là. Fait que soit j'amène le moine dans le temple de mon adversaire, je l'emporte, soit j'ai réussi à capturer le chef de mon adversaire, je l'emporte aussi. Là où le jeu va avoir une belle fraîcheur, c'est dans la façon dont on va se déplacer sur le plateau. C'est que contrairement aux autres jeux du type de Tam, Échecs et compagnie, c'est pas que chaque pièce a un type de déplacement qui appartient. C'est qu'au début de la partie, chaque joueur va piger 2 cartes. Et on va en piger une 5e qu'on va mettre sur le côté du plateau. La 5e carte va avoir une couleur rouge ou bleu, puis ça va déterminer lequel des 2 joueurs devient premier joueur. Si on a pigé une carte qui a un petit compte bleu dans le coin, ben c'est le joueur bleu qui commence. Puis ensuite, c'est que le joueur bleu va choisir une de ces 2 cartes. Les 2 cartes donnent des possibilités de mouvement. Fait qu'il y a une carte qui va dire 1 en diagonale à droite, 1 en diagonale à gauche ou recule de 2. Puis sa deuxième carte va dire avance de 1, recule de 1 ou va de 1 à gauche. Il va choisir une des 2 cartes, il va choisir un de ses pions, puis il va bouger son pion en respectant les restrictions de la carte qu'il a jouée. Fait que je peux jouer cette carte-là, le dragon, fait que j'avance de 1 puis je me tasse à droite de 2, puis là j'ai joué mon dragon. Puis là, une fois que j'ai joué cette carte de déplacement-là, la carte de déplacement, je vais la mettre à part du plateau, puis la 5e carte dont je parlais tantôt, il va la prendre. Fait que la carte que j'ai jouée, elle s'en va. Le joueur adverse va faire la même chose, il va prendre une de ses cartes, il va la jouer, il va déplacer une de ses pièces, il va la mettre à part du plateau, puis la carte que moi j'ai jouée précédemment, il va la prendre. Fait que l'idée, c'est qu'à tous les tours de jeu, je vais jouer une de mes 2 cartes, puis je vais prendre la carte neutre, puis la carte que moi j'ai jouée devient la carte neutre, puis mon adversaire va faire la même chose. Donc on va avoir 5 cartes de mouvement qui vont se promener tout au long de la partie, puis c'est juste ces 5 cartes-là qui vont déterminer tous les mouvements possibles pendant la partie. Puis après, c'est juste moi qui décide quand je joue la carte, c'est laquelle de mes 5 pièces je joue avec cette carte de mouvement-là. Fait que ça donne une super belle rejouabilité au jeu, parce que la prochaine partie, je vais piger 5 cartes, je vais peut-être en avoir une des 5 qui est la même dans ma deuxième partie. Fait que c'est vraiment un jeu qui vaut la peine aussi d'acheter des petites extensions. Il y a 2 ou 3 extensions, parce que je les ai toutes. Il y a une extension qui fait juste rajouter des cartes, fait que ça fait juste plus de variété d'une partie à l'autre. J'ai une extension qui rajoute une petite figure dans le milieu, une petite figure neutre que les 2 joueurs peuvent se servir pour bloquer puis contrôler, pour mieux manipuler le terrain. Mais c'est un petit jeu qui a une super belle portée stratégique, mais c'est vraiment un petit jeu de casse-tête. C'est un jeu qui a vraiment... Tu peux vraiment anticiper tout ce que l'autre peut faire, parce que tu sais exactement c'est quoi les 2 cartes qu'il y a en main. Tu sais toujours c'est quoi les cartes qu'il y a en main, fait que tu peux toujours calculer tous les mouvements possibles que l'autre peut faire. Fait que là, c'est à toi d'essayer de le prendre en piège dans un coin. C'est juste que là, ce qui est intéressant, c'est que le coup classique de l'échec, d'essayer de mettre le roi quelque part dans un coin pour qu'il puisse plus bouger, puis je vais le mettre échec et mat. Ben là, c'est que faut que je calcule le mouvement des cartes. Parce que là, je dis, si cette carte-là permet... J'ai la seule carte, par exemple, du jeu qui permet d'avancer juste de 1 en avant. Ça donne que dans cette game-là, il y en a juste une. Bon, ben, je vais essayer de la garder, de jamais la jouer, puis de toujours jouer ma deuxième carte pour être le seul qui éventuellement a cette option-là. Ouais. Fait que quand on a des espèces de cartes qui ont des mouvements étranges, genre un bon 2 en diagonale, qui des fois l'autre peut oublier que j'ai ça dans les mains. Si j'ai réussi à pas m'en servir la moitié de la game puis qu'elle traîne là, l'autre finit par l'oublier, il se place mal, pouf, je bouffe son maître d'un coup. Il y a beaucoup de petites possibilités stratégiques dans la façon dont on va essayer de faire oublier une carte là, en la jouant jamais, en la laissant traîner, fait que l'autre finit par oublier qu'on l'a. Sauf que là, je suis pogné à toujours jouer la deuxième. Il faut toujours que je joue la carte qui vient. Fait que j'ai moins l'option si j'essaie de faire ça. Fait que beaucoup de variété dans ce jeu-là. Beaucoup de belle rejouabilité. Les composants sont quand même super belles. C'est un espèce de petit tapis, un tapis des grosses pièces aussi en plastique. C'est des grosses pièces en plastique avec 2 fois plus gros pour le maître que pour les autres. C'est une petite belle boîte magnétique là, qui paraît bien dans une bibliothèque. Fait vraiment un très beau jeu. C'est pas un jeu très dispendieux. C'est moins de 30$. C'est un jeu qui se joue spécifiquement à 2. Il y a plusieurs petites extensions. Fait que si c'est le genre de jeu abstrait qui peut vous intéresser, c'est vraiment un excellent choix. Honnêtement, mon numéro 61. Moi, mon numéro 61, c'est quand même un gros jeu. C'est un jeu qui a une manière de scorer les points unique, que j'ai jamais vu un jeu scorer comme ça dans ça parle-tu de bière? Ah, on va dire. Ça s'appelle Le Bien et le Mal, donc Heaven and Hell. Le jeu est bilingue, là, donc bien français-anglais.
Donc, c'est un jeu où on va avoir une gestion de ressources, on va avoir aussi du placement de tuiles sur un plateau personnel. On va aller placer des tuiles de ressources qu'on va aller acheter. On va avoir deux côtés sur notre plateau. On a un côté que les ressources vont nous donner la ressource qui est imprimée dessus, puis l'autre côté, les ressources vont nous donner de l'argent. Après ça, l'argent va nous servir à acheter d'autres tuiles de ressources, les placer. On peut acheter aussi des moines qu'on va aller placer sur notre plateau qui vont activer toutes les tuiles adjacentes à ces tuiles-là de moines. On va avoir, quand on réussit à encercler un site de construction avec des tuiles, on va construire un bâtiment qui, selon la valeur des ressources qu'on a mis, va être un bâtiment différent, qui va pouvoir réactiver certaines des tuiles. Fait qu'on a un gros effet de combo, on a un effet de construction d'engins, je pense, là, à l'intérieur de ça. Un jeu aussi qui est assez particulier parce qu'on a un plateau principal. Puis dans le fond, il y a on va avoir des ressources qui sont placées au début de la ronde, on va avoir les moines qui sont placés aussi. Et à ton tour, c'est que tu prends ton jeton puis tu avances sur n'importe quelle case. La case où tu arrêtes, ben là, tu vas pouvoir faire l'action, acheter la ressource, acheter le moine, aller chercher des objectifs au milieu du plateau. Fait que c'est vraiment toi qui décides où tu avances. Puis c'est toujours le joueur le plus en arrière qui joue. Je me rappelle. De mémoire, c'est ça? Tu joues le joueur le plus en arrière qui joue? Il me semble que c'est ça, de mémoire. Donc, on va pouvoir ensuite manipuler ça, parce que si j'avance trop vite, ben là, je vais laisser plein de ressources à l'autre, qui va pouvoir ramasser plein de choses, puis se faire un gros plateau. Donc, on a ça, puis la façon de scorer qui est bizarre, justement, c'est qu'on a... c'est spécial. On a sur notre plateau personnel, on a une échelle qui est comme la qualité de notre bière, si on veut. Puis notre bière, elle a 5 ingrédients, donc il faut que je monte la qualité de mes 5 ingrédients le plus possible pendant la partie. Mais j'ai aussi un maître brasseur. Le maître brasseur, parce que tu fais pas juste de la bière avec des ingrédients, ça te prend ton brasseur. Puis il faut aussi que tu montes la valeur de ton brasseur le plus loin possible. Parce qu'à la fin de la partie, plus tes ingrédients vont être loin, en fait, à la fin de la partie, tes ingrédients, tu vas les ramener à l'endroit le moins loin, en fait. Tu vas les équilibrer. Ouais. Dans le fond, ce que tu vas faire, c'est que tu vas commencer tu vas prendre ton ingrédient qui est le plus loin, le plus en retard sur les autres. J'ai un ingrédient qui est à 2, puis tous les autres sont à 18, disons. Je vais prendre mon ingrédient qui est à 2. Puis là, je vais baisser mon plus haut, c'est ça? Selon le taux de conversion où ton maître brasseur est rendu. Qui est le plus haut, puis je le baisse en montant mon ingrédient qui est le plus bas pour les rapprocher l'un de l'autre, en regardant le taux de conversion que mon maître brasseur va me donner. Fait que si mon maître brasseur, je ne l'ai pas monté beaucoup, puis il me donne un 6 pour 1, ben comme je disais dans mon exemple, tout est à 18 sauf une affaire qui est à 2. Bon, ben j'en prends un à 18, je le descends à 12, mon 2 monte à 3. Je prends le deuxième à 18, je le descends à 12, mon 3 monte à 4. Je continue de même jusqu'à temps que je puisse plus le faire. Si j'ai monté mon maître brasseur beaucoup, disons un taux de 2 pour 1, ben là, 18 à 16, 2 à 3. 18 à 16, 2 à 3. Je fais ça 4 fois, là, quand tout est à 16 puis mon autre affaire est à 6. On descend. Ben là, 16 à 14, je monte à 7. Jusqu'à temps que ça finisse. Puis là, ça va me donner une valeur, c'est une espèce de point central. Puis après, tu vas prendre la valeur de ta ressource la moins loin. Mais là, souvent, soit toutes dans la même case ou à une case de différence, sont vraiment près. Dans le même paquet. Là, tu vas prendre la valeur de ta ressource la moins haute et tu vas la multiplier par un modificateur qui va aussi être donné par le maître brasseur. Puis ça va être tes points de base. Puis là, fait que c'est vraiment weird. Puis après ça, tu vas additionner à ça des objectifs, des tuiles d'objectifs que tu as, des genres d'achievements que tu as réussi pendant la partie. Donc c'est assez weird, mais c'est un très bon jeu de gestion de ressources, placement de tuiles, on se construit un engin, tout ça. Un jeu qui n'a pas vraiment de thème, là. On brasse de la bière, on pose des cubes, puis on laisse pas mal ça. Là. Mais le gameplay est vraiment intéressant, puis je l'ai trouvé vraiment original. Donc, mon numéro 61, le bien et le mal. Donc voilà, c'était notre top pour la partie 70 à 61. On espère que vous avez apprécié. Comme à l'habitude, si vous avez des questions, des commentaires ou si vous voulez nous faire part de votre avis sur les jeux qu'on a donnés, avec quoi êtes-vous en accord, avec quoi êtes-vous en désaccord, laissez ça dans le bas de la page, dans les commentaires. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne encore, ben vous pouvez le faire en cliquant notre petit bonhomme ici en bas de l'écran. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter ou Instagram à Professeur Board Game. Et vous pouvez venir nous encourager sur notre campagne Patreon. Je vous souhaite une excellente fin de journée et continuez de gamer. On se voit la semaine prochaine pour la suite.